Merci et bonsoir. J'assume totalement mes deux casquettes, celle du politologue spécialiste de la modernité et celle du citoyen, engagé, comme sans doute beaucoup parmi vous. J'ai été pendant une dizaine d'années président pour la France d'une toute petite ONG, le Centre Europe Tiers-Monde, le CETIM, dont une des figures de proue a été assez longtemps l'ancien député suisse Jean Ziegler. Et la devise de cette ONG est « Il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé ». Et à ce titre, j'étais à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, où je m'occupais plus particulièrement de la situation de l'enfance. Lorsque j'ai passé le relais, Simone Veil, qui était à l'époque ministre des Affaires sociales, m'a proposé de travailler sur la question dite des sectes. Et en fait, j'ai travaillé à côté de la mission interministérielle de lutte contre les sectes pendant 13 ans, mais avec une grille d'analyse un peu particulière, puisque pour moi, les grandes sectes ne sont pas un cancer sur un corps sain, mais davantage les métastases d'une société malade. Une sorte de miroir grossissant de ce qui ne va pas dans notre monde. Et de l'étude de ce miroir grossissant, j'en suis venu à m'intéresser à d'autres miroirs grossissants, comme la malbouffe, comme l'agression publicitaire, comme le harcèlement publicitaire, mais aussi comme la sportivation de la vie. Aujourd'hui, je suis le responsable d'un journal d'analyse politique qui existe depuis le 14 juillet 2007 et qui s'appelait jusqu'au mois de septembre Le Sarcophage et qui va devenir La vie est à nous. Et puis j'ai accepté de porter très provisoirement, j'espère, la revue des mouvements des indignés à l'échelle internationale. Cette revue s'appelle Les Indignés et le numéro trimestriel qui vient juste de paraître est consacré à la question du sport, de la sportivation de la vie, avec notamment deux articles passionnants, celui d'Anthony Pouliken sur une autre histoire du sport et également un texte du comité d'organisation de l'Ultra-Sieste à côté du texte de nos amis de l'Alter-Tour. Et puis vous retrouvez bien sûr, je dirais, les sociologues critiques du sport habituels comme Jean-Marie Brome, Alain Caillat, etc. Donc ce soir, je ne parlerai pas du sport à proprement parler, mais davantage de la sportivation de nos vies. Einstein disait que tant qu'on a la tête sous forme d'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Tant que nous aurons la tête formatée par l'économisme, c'est-à-dire par cette idée que plus serait forcément égal à mieux, nous irons chercher la solution à l'ensemble des problèmes dans le toujours plus. Toujours plus de production, toujours plus de consommation, toujours plus vite, toujours plus grand, toujours plus loin. Cela ressemble étrangement, vous en conviendrez, à la devise olympique. On dit souvent avec raison que notre société hypercapitaliste a totalement sombré dans la démesure, dans ce que les Grecs anciens appelaient l'hybris. Nous avons perdu la capacité à nous donner des limites. On en connaît les conséquences. Lorsque l'individu n'est pas capable de se donner des limites, il va les chercher dans le réel. C'est le développement des conduites à risque. C'est le développement de la toxicomanie. C'est le développement du suicide chez les plus faibles. Lorsqu'une société comme la nôtre n'est pas capable non plus de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. C'est l'épuisement des ressources. C'est le réchauffement planétaire, c'est l'explosion obscène des inégalités sociales. Le grand enjeu pour le XXIe siècle, c'est donc de renouer avec la capacité à se donner des limites, ce qui suppose d'en finir avec la sportivation de la vie, avec l'idéologie sportive. J'insiste, ce n'est pas par accident que le sport, que l'olympisme s'est mis au service de la démesure, de l'illimitisme.
Il suffit de relire l'ultra-réac Pierre de Coubertin. Je cite, « Le sport est une contrainte corporelle entretenue par la pratique passionnée de l'effort superflu. L'effort ne peut être rendu craintif et prudent sans que sa vitalité s'en trouve compromise. Il lui faut la liberté de l'excès. C'est là son essence, c'est sa raison d'être, c'est le secret de sa valeur morale. Bref, le sport moderne, c'est la démesure, c'est l'illimitisme. » On peut citer à contrario Georges Hubert, grand adversaire du sport compétition et fondateur de ce qu'on nommait alors la méthode dite naturelle. Sport vrai, je cite, éducateur par essence, préservé de l'excès ou de l'outrance par un élément éducatif essentiel, la mesure. La sportivation de la vie, c'est le sport comme idéal de vie, comme modèle pour la jeunesse. Le sport a envahi la société, non pas qu'il y ait plus de sportifs qu'auparavant, mais il y a un usage non sportif du sport. La sportivation de la vie, c'est le capitalisme intérioré. Cette thèse n'est pas nouvelle, elle est déjà celle de Pierre de Coubertin, adversaire résolu de tout socialisme. Il explique en quelques mots son objectif, faire pour la révolution individuelle et la société libérale capitaliste des chevaliers servants au caractère trempé, à l'esprit clair, aux muscles robustes. Fin de citation. L'enjeu est bien d'utiliser le sport pour consolider, pour défendre le capitalisme, le productivisme. Je qualifiais tout à l'heure Pierre de Coubertin de vieux réac. J'étais en fait en dessous de la réalité. Je cite, « La théorie de l'égalité des droits pour toutes les races conduit à une ligne politique contraire à tout progrès colonial. C'en est naturellement s'abaisser à l'esclavage même ou à une forme adoucie de servage. La race supérieure a parfaitement raison de refuser à la race inférieure certains privilèges de la vie civilisée. » Je poursuis, il poursuit. « Les sports sont un instrument vigoureux de disciplinisation. Ils engendrent toutes sortes de bonnes qualités sociales, d'hygiène, de propreté, d'ordre, de self-control. Ne vaut-il pas mieux que les indigènes soient en possession de pareilles qualités et ne seront-ils pas ainsi plus maniables qu'autrement, mais surtout, ils s'amuseront. » Extrait de la revue olympique de janvier 1912. Cette idéologie n'est pas d'abord de l'ordre des idées, mais des pratiques. Nous sous-estimons trop le fait que l'économisme, le capitalisme, le productivisme ont pénétré en nous au point de nous faire marcher, courir, sauter, de façon à développer cette part de capitalisme au sein même de nos corps et de nos têtes, mais également au sein de nos sentiments. Notre corps nous parle. On peut en avoir une idée assez juste à travers l'évolution de la façon de danser. Dans les sociétés traditionnelles, on danse en groupe, parce que le principe premier est celui de la solidarité organique. Dans la société bourgeoise du XIXe siècle, on se met à danser en couple. C'est la montée de l'individualisme. Dans notre société hyper-individualiste, on danse tout seul. Le corps exprime une vérité sur ce qu'est la société, sur la façon dont elle nous demande de nous comporter. Nous devons donc nous demander ce que le capitalisme fait à notre corps, et partant, ce qu'il fait à notre tête et à notre sensibilité. Le corps capitaliste est sur le plan physique un corps dompté. C'est celui de l'assagissement des milieux populaires. C'est celui du respect des horaires. C'est celui de l'accélération des temps. C'est celui de la mécanisation, de la robotisation. C'est celui du culte de la perfection, de la performance. On peut légitimement parler de corps-machine. J'ai pu montrer dans plusieurs ouvrages
en quoi notre société succombait de plus en plus à ce qu'on pourrait nommer le syndrome de Cendrillon, c'est-à-dire ce fantasme de vouloir mettre l'enfant à son service, c'est-à-dire au service du désir des adultes. Et ce fantasme de Cendrillon correspond avec celui de l'enfant parfait. J'ai pu parler également de syndrome de Peter Pan, ces enfants qu'on fait grandir trop vite, ces enfants de 6 à 8 ans qui ont un emploi du temps de cadre dirigeant et qui n'ont même pas le temps de s'ennuyer, alors que l'ennui est essentiel pour pouvoir se structurer. Je pense aussi à ces gamines de 10-12 ans qu'on déguise en Lolita, à qui on vole le temps spécifique de leur enfance. Ces enfants qu'on fait grandir trop vite deviennent ensuite des ados adultes, des éternels adolescents, parfaitement adaptés à une société boulimique, à une société d'hyperconsommation. Je pourrais évoquer aussi, avec Lucien Spess, ce qu'il nomme le culte de la santé parfaite. Le fait que notre société se caractérise par le refus de vieillir, par le refus de mourir. Toutes ces grandes tendances, tout ce qu'on fait à notre corps, aboutissent à considérer notre corps comme un capital qu'il faudrait valoriser, comme un capital qui devrait sans cesse travailler et rapporter, comme un capital qui devrait se soumettre à un rythme toujours plus soutenu, comme un capital qui devrait devenir un simple moyen dans le cadre d'une lutte sans fin pour la concurrence, pour la compétition, pour le dépassement. Parler de sportivation de la vie, cela veut donc dire déjà que la loi du stade, la loi du sport, déborde le seul cadre du sport pour servir de modèle de vie, pour servir de soubassement à la société. On sous-estime trop ce que le capitalisme, le productivisme, l'économisme, cette idée que plus serait forcément égal à mieux, fait à notre corps à notre insu, de façon inconsciente, de façon ordinaire. Nos anciens en étaient plus conscients. Pensons à ce que fut le sport ouvrier au début du XXe siècle. Sport ouvrier qui était pensé, structuré pour être non compétitif, c'est-à-dire sans classement, sans gagnant ni perdant, sans performance à battre. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, de naturalité de l'esprit de compétition. Les anthropologues, comme Pierre Carle, ont pu montrer que dans les sociétés primitives, on joue même beaucoup, mais on joue jusqu'à ce qu'il y ait égalité. On sous-estime donc ce que la sportivation de nos corps, la sportivation de nos vies ont fait progressivement à la sensibilité. Le capitalisme, le productivisme nous insensibilise. Il nous insensibilise à la fois sur le plan émotionnel, mais sur le plan éthique. L'esprit de compétition n'est pas plus naturel que l'esprit de coopération. L'esprit de hiérarchisation n'est pas plus naturel que l'esprit d'égalité. Le capitalisme, le productivisme ont besoin de ce travail au plus près du corps pour pénétrer non seulement dans la société, mais aussi en chacun de nous. La sportivation de la vie progresse non pas d'abord parce que la télé nous manipulerait, parce que les médias nous mentiraient, mais parce que le sport est une réponse possible à nos angoisses existentielles. Et si l'on veut comprendre ce que je viens d'énoncer, il faut faire le détour par ce qu'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est en effet foncièrement trois choses. Le capitalisme, c'est déjà un système économique. Jacques Lacan, le grand psychanalyste, ajoutait que ce système économique était diablement efficace. L'essentiel, c'était le qualificatif de diablement, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de limite, pas de fin. Ce système économique, on le sait, il repose sur l'exploitation du travail, sur le pillage de la nature. Mais le capitalisme, ce n'est pas que ça. Le capitalisme, c'est aussi l'imposition d'un mode de vie, d'un style de vie, avec des produits particuliers. Lorsqu'on parle de société de consommation, on s'imagine que c'est simplement
une société où l'on consommerait plus que dans une autre. Ça, c'est l'apparence. Avant la société de consommation, il n'y avait pas rien. Avant la société de consommation, il y avait des cultures. Il y avait des cultures traditionnelles, rurales, populaires. La société de consommation, ça a été d'abord la casse de ces cultures populaires. On peut prendre un exemple dans le domaine de l'alimentation. Auparavant, on opposait le lapin paysan, le porc ouvrier, le veau bourgeois. C'est-à-dire que chaque milieu social avait sa propre table, avec la même authenticité, la même fierté. Aujourd'hui, c'est poulet pour tout le monde. Mais c'est pas le même. Pour certains, c'est du poulet fermier, bio, et pour d'autres, c'est de la volaille de batterie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cultures populaires sont devenues des sous-produits de la culture dominante. Mais le capitalisme n'est pas non plus que cela. Le capitalisme, c'est une troisième chose. C'est la réponse à nos angoisses existentielles, à la peur de vieillir, à la peur de mourir. Et la réponse capitaliste, c'est le toujours plus de richesse, toujours plus de pouvoir, toujours plus vite, toujours plus loin. Le capitalisme, il nous fait jouir. Le capitalisme, il nous donne de la jouissance. Mais c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir, d'emprise. Mais on ne pourra pas sortir de cette jouissance d'avoir et d'emprise tant qu'on n'opposera pas une autre forme de jouissance, qui est une jouissance d'être. Il faut se souvenir que l'être humain est d'abord un être social. C'est la raison pour laquelle la seule chose que l'on puisse opposer à la jouissance d'avoir, d'emprise, à la sportivation de nos existences, c'est, comme le disait Gilles Deleuze, le désir, le grand désir de vie, qui repose sur la multiplication des agencements sociaux, des liens sociaux. Les idéologues sportifs sont conscients de ce rapport entre la mort et le sport. Ernest Loisel dit par exemple, l'idéal sportif, en même temps qu'il prépare les individus à la mort, est une arme de vie pour la société. Un peu plus loin, dans l'histoire humaine comme dans la vie de la nature, c'est la mort qui crée la vie. C'est extrait de base physiologique de l'éducation physique. On retrouve dans toute la littérature du 19e siècle, du 20e siècle, l'idée fausse, que le sport ce serait la lutte en faveur de la vie, la lutte contre la décadence, contre la dégénérescence. Le journal L'Équipe, en 1983, disait « Un jour où les records cesseront d'être battus, malgré les progrès de la chimie ou de la génétique, on pourra s'interroger sur la survie de l'espèce elle-même. » C'est-à-dire que le jour où on n'arriverait pas à être toujours plus fort, toujours plus grand, toujours plus loin, eh bien, d'après le journal L'Équipe, nous en aurions fini avec l'humanité. Les instructions officielles de l'éducation nationale vont dans ce sens. Je cite, « Parmi toutes les activités physiques, le sport doit tenir la plus grande place. D'abord parce que dépourvu de finalité propre, mais lié à l'idée de progrès, il se prête merveilleusement à l'éducation des jeunes. » On nous le dit en quelques lignes. L'arrière-plan véritable du sport, ce n'est pas l'activité physique. C'est de l'idéologie. C'est ce qu'on a longtemps considéré comme étant la philosophie du progrès. Cette idée qu'il fallait un véritable dépassement de soi. Mais on voudrait en même temps, sans arrêt, naturaliser le sport en disant « ça correspond à un besoin naturel, inné ». Je citais tout à l'heure les travaux de Pierre Carl. Je pourrais aussi parler de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, explique comment un certain nombre de tribus dites primitives intègrent certains jeux sportifs occidentaux, mais à leur façon, c'est-à-dire en jouant sans désigner de vainqueur. Le capitalisme nous fait jouir, le sport nous fait jouir. Mais là encore, c'est une mauvaise
une mauvaise jouissance. C'est la jouissance de la gagne. C'est la jouissance du killer. C'est la jouissance du dépassement. Et on pourrait se demander si finalement, lorsqu'on parle, à juste titre, de dopage, on n'est pas au fond du problème. Le dopage, ce n'est pas seulement un épiphénomène, mais le dopage a évolué. On se dopait autrefois pour gagner. On se dope aujourd'hui simplement pour pouvoir participer, pour pouvoir rester dans le peloton. On dénonce avec raison le dopage physique, mais le dopage mental, psychique, qui est présent dans le sport et à travers lui dans la sportivation de nos existences, est tout aussi dangereux. Ce dopage, c'est l'évacuation du droit à la faiblesse. Le dopage, c'est une vision instrumentale de l'humanité. Le dopage, ça a commencé à l'armée, dans les commandos. Ça s'est ensuite développé dans le sport professionnel, puis amateur, avant de se généraliser à l'ensemble de la société. On a des coachs dans le sport, dans l'entreprise, dans le couple, pour élever ses enfants. L'idéologie du dopage, c'est celle du refus des faiblesses et des faibles. C'est celle du refus de vieillir. C'est celle du refus de la mort. Il faudrait aujourd'hui mourir en bonne santé. Le capitalisme refoule la faiblesse, tout comme il fonctionne à l'exclusion. Nous avons tenu, il y a maintenant quelques semaines, le premier forum mondial de la pauvreté en partenariat avec la communauté Emmaüs de l'Escarpeau, la principale communauté en France. Et pendant 3 jours, près de 20 000 personnes ont réfléchi à la situation des pauvres aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et le fil rouge de ce raisonnement a été de dire « les pauvres, malheureusement, sont à leur place dans ce monde. Il faut en finir avec le mensonge social sur une réinsertion possible dans la société. Ce qu'il faut, au contraire, c'est arracher, obtenir les droits de réaliser des alternatives, de multiplier des expérimentations. Le capitalisme refoule l'échec, la mort. On meurt aujourd'hui tout seul. Eh bien moi je suis convaincu qu'il faut remettre la mort, c'est-à-dire notre finitude, nos faiblesses, au centre de la vie, non pas pour être morbide, mais au contraire pour devenir des jouisseurs amoureux du buen vivir. La sportivation de la vie, pour moi, c'est le racisme anti-vieux. C'est la mise au rebut de sportifs de 30 ou 40 ans. C'est la mise en échec des personnes âgées. La sportivation de la vie, c'est la face souriante du culte de la vitesse que voue notre société. Le sport, c'est le culte de la vitesse, c'est le toujours plus vite. C'est la banalisation d'une société conçue pour tout accélérer. Le philosophe Paul Virilio a merveilleusement montré que la vitesse est toujours un facteur d'inégalité sociale. Chaque fois qu'une société accélère, c'est toujours au détriment des plus faibles, les enfants, les handicapés, les personnes âgées, les pauvres. Une activité comme le sport qui met en avant la vitesse est une activité qui répond parfaitement aux attentes idéologiques et matérielles du capitalisme. Le premier colloque international qui s'est tenu avec la ville de Vaux-en-Velin sur le thème de ralentir la vie, ralentir la ville, ne s'est pas tenu d'abord dans un souci écologique, mais dans un souci humain, dans un souci social. Le ralentissement, c'est le temps du partage, c'est le temps de la rencontre, c'est le temps de la fabrique de l'humain. D'ailleurs, parler aujourd'hui de société capitaliste, c'est un abus de langage. Ce monde capitaliste ne fait plus société. Ce qui le caractérise, c'est la déliaison sociale, la casse des liens sociaux. Mais j'ajouterais volontiers que parler de monde capitaliste, c'est aussi un abus de langage. Cet univers capitaliste n'est plus porteur de sens. Le toujours plus, qu'il s'agisse de la production, de la consommation ou des performances sur un stade, ne peut pas donner un sens à nos existences. La sportivation de la vie correspond donc bien à l'élimination des anciens,
à l'élimination des plus faibles. Ce fut longtemps d'ailleurs aussi l'élimination des femmes. Pierre de Coubertin, je cite, « Une Olympiade femelle ne pourrait être qu'inintéressante, qu'inesthétique et incorrecte. » Il poursuit, « Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. » Ernest Loisel, directeur de l'École normale supérieure d'éducation sportive en 1965. Je cite, « Reconnaîtrons-nous par là l'infériorité de la femme ? Depuis que l'espèce humaine est née à la vie de société, c'est le mâle qui a assumé la lourde tâche d'assurer de ses bras la défense et la subsistance de tous les siens. Le rôle de la femme est de vivre sous la protection tutélaire d'un père ou d'un époux. » Fin de citation. Jean Giraudoux. Le sport reste la seule occupation où les femmes acceptent le principe qu'elles sont inférieures à l'homme et incapables de concourir avec lui. Jean Giraudoux en 1977. La sportivation de la vie correspond aussi à cette dictature d'un modèle physique unique, celui du corps sportif, celui du corps longiforme, celui dans lequel l'alimentation devrait être non plus l'occasion d'une rencontre, d'un partage, mais l'occasion d'absorber des nutriments pour avoir la forme sans les formes. Il y a une étude qui a été faite par un laboratoire américain sur la poupée Barbie. On a mondialisé l'esthétique occidentale grâce à la poupée Barbie. Eh bien, si Barbie existait de par sa morphologie, elle se traînerait à quatre pattes. Elle ne pourrait pas tenir debout. Ce qui est grave, c'est qu'à travers cette projection d'une soi-disant perfection corporelle, on met en échec l'essentiel des humains qui ne correspondent pas à ces clichés. C'est ce qu'on retrouve naturellement dans la publicité. C'est ce qu'on retrouve dans le mannequin. Le mannequin, le mot mannequin est un des seuls mots d'origine danoise en langue française. Le mannequin, ça veut dire ébauche d'humain, esquisse d'humain, humain pas fini, humain que finit le produit. Mais là encore, regardez la publicité, le mannequin qu'on exhibe, ce n'est ni vous ni pour vous. Mais en revanche, vous pouvez porter la même marque. Et je dirais que dans le domaine du sport, l'idéologie sportive, c'est aussi la place accordée aux marques et aux marques vestimentaires. Le sport est aujourd'hui inséparable de l'agression publicitaire. Et je dirais que l'illusion publicitaire, elle est double. La première illusion, c'est une illusion ancienne. C'est l'illusion que le bonheur, ça serait la consommation. Comme si porter 10 paires de baskets permettait de courir 10 fois plus vite. Mais il y a une deuxième illusion beaucoup plus récente, plus nocive. C'est l'illusion qu'il serait possible de compenser la perte des repères de sens, la perte des identifications, la perte des valeurs, par la consommation de produits de marque, et notamment de marques vestimentaires. Regardez comment les marques vestimentaires se sont mises à fonctionner comme des sortes de béquilles identitaires et narcissiques pour des individus en souffrance. Ce qui explique d'ailleurs que ce soit d'abord les enfants des milieux populaires qui en soient les premières victimes, que ce soit ensuite les petits garçons avant les petites filles, parce qu'il est peut-être plus difficile dans notre société de savoir quelle est la place d'un homme. La sportivation de la vie se donne l'apparence de la vitalité, de la grande vie. Mais c'est en fait l'exemple parfait de ce travail de mortification qu'est le capitalisme. Depuis les nécrotechnologies, la destruction de l'humus, les énergies fossiles contre les énergies renouvelables, les semences stériles, le machinisme, c'est-à-dire le travail mort, jusqu'à la disparition des cultures populaires, il y a de la pulsion de mort à l'œuvre dans le sport. Il y a de la pulsion de mort à l'œuvre dans la sportivation de la vie, à travers l'apologie de la souffrance,
à travers le culte de l'effort, à travers la culture du risque, à travers l'idéologie de la gagne, à travers les dieux du stade, ces super-hommes, ces super-killers. J'ouvre une parenthèse, la grande question, c'est comment les sociétés pré-capitalistes, et on peut l'espérer post-capitalistes, s'arrangeront avec cette pulsion de mort. La morale traditionnelle était organisée de façon à satisfaire l'honneur, pas la jouissance d'avoir, pas la jouissance d'être. Bref, la grande question, c'est quelle morale inventer de façon à préserver les forces de vie. Je disais que le sport avait lié avec la pulsion de mort. Le sport, c'est 10% des arrêts maladie en France. C'est une cause essentielle d'accidentologie, de morbidité. Le sport s'oppose à la vraie vie, au vrai désir, qui n'est pas une envie de vaincre, de dominer, mais d'aller vers l'autre, de le rencontrer, ce qui s'oppose déjà de se poser, de se reposer. Il y a donc bien une jouissance sportive. Le sport est également une apologie de la violence. Violence physique, symbolique. Il trie, il classe, il élimine. Il est tout à la fois une relation d'amour et une relation de haine de soi. C'est le corps blessé, le corps dominé, le corps médicalisé, le corps de paix, encore souffrance, avec l'importance du thème de la chasteté, donc le refoulement du corps plaisir. La première violence du sport, c'est bien sûr l'exclusion, l'élitisme. Le sport est par essence sélectionniste. Alain Caillat a raison. Le sport, c'est le fantasme de l'homme sain. On pourrait citer l'Institut culturel de France qui, en 1967, c'est pas si vieux, s'adressait aux sportifs dans les termes suivants. Je cite: « Un de vos rôles sur cette terre est d'avoir une descendance. Si vous êtes un chétif, pensez bien que vos enfants le seront à leur tour et souffriront toute leur vie d'une négligence que vous auriez pu éviter facilement. » La sportivation de la vie, c'est pour moi la porte ouverte à ce que l'on nomme le transhumanisme. Les deux dernières grandes polémiques que j'ai eues cette année avec deux personnalités des deux bords opposés du champ politique. D'un côté, Alain Madelin, le père, le pape du libéralisme à la française, et d'un autre côté, Jacques Attali, le conseiller des présidents quels qu'ils soient. Madelin, comme Attali, se veut fou amoureux de ce qu'on nomme le transhumanisme. Le transhumanisme, vous n'en avez pas fini d'en entendre parler, c'est l'idée que l'humanité telle que nous sommes, avec nos limites, nos faiblesses, ne serait plus à la hauteur de l'économisme, du productivisme, du capitalisme. Et ce qu'on nous propose, c'est une double révolution. C'est tout d'abord de passer de l'homo sapiens sapiens que nous sommes à ce qu'il nomme le robot sapien, le cyborg. L'individu équipé avec ses prothèses intelligentes ou pas. Mais nous n'aurons pas ce robot sapien à portée de main. Il existe déjà sur le marché des équivalents techniques pour l'ensemble des organes humains. Et ça va nous être vendu au nom de la plus grande générosité. Ça permettra de rendre la vue à l'aveugle. Ça va nous être vendu, ça l'est déjà dans le domaine du sport. Ça nous permettra d'avoir des super champions. Mais ce qui est en jeu là derrière, comme le dénonce mon ami Jacques Testard, le père scientifique du premier bébé éprouvette en France, c'est bien l'idée de passer à un humain augmenté. C'est bien l'idée de cloisonner l'humanité en différentes catégories. Et la sportivation de la vie prépare idéologiquement, psychologiquement à cette dérive. La deuxième étape, c'est le passage de l'homo sapiens que nous sommes à ce qu'il nomme le soma sapiens, l'homme pharmaceutique, grand consommateur de médicaments et de substances d'amplification cognitive afin, je cite, d'agir sur la composition biochimique du cerveau et de créer sensations et croyances à volonté. Le prix Nobel suédois, grand spécialiste des neurosciences, Anders Sandberg, se veut rassurant, je cite, « Un jour, on décryptera la formule biochimique
du sentiment amoureux et on pourra se donner ce sentiment à volonté. Fin de citation. Ce qui vaut pour le sentiment amoureux vaudrait pour l'ensemble des sentiments humains. La timidité, la colère. Ce qui est en jeu là derrière, c'est l'idée de créer, je cite, une ingénierie émotionnelle qui permettrait de rendre possible un véritable paradis de l'esprit. Cette idéologie de la sportivation de la vie, qu'elle concerne notre corps ou notre esprit, c'est une menace véritable de désespacement. Et chaque fois qu'on joue avec l'illimitisme, eh bien, on succombe à ces fantasmes. Moi, ce que m'a appris ma quinzaine d'années passées à étudier les sectes, c'est que toutes les sectes fantasment sur le surhomme. On nous dit toujours que grâce à telle ou telle technique, on va pouvoir progresser, on va pouvoir se développer. Mais plus on nous fait croire en une toute-puissance possible, plus on nous fragilise. La seule façon de faire grandir, eh bien, c'est de respecter les faiblesses.